Bonjour, aujourd'hui, l'exploration du Sahara. On passe à travers ce pays comme une épée à travers le feu. C'est une vraie forge. Comment résister? S'il suffisait de volonté, de courage, ce serait facile. S'endurcir ne suffit pas. Il faut se simplifier. « 2000 ans d'histoire ». Pendant des siècles, le Sahara est resté coupé du reste du monde et on a préféré contourner que tenter de traverser cette barrière infranchissable entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Car c'est bien l'arrivée de Colomb en Amérique, la traversée de l'Asie par Marco Polo et le tour du monde de Magellan qu'on a commencé au XIXe siècle à explorer ce territoire grand comme 15 fois la France et qui fut la dernière des grandes découvertes. Il faut dire qu'il en fallait du courage à ceux qui furent les premiers à traverser les 8 millions de kilomètres carrés de ce désert de sable et de pierre. Ils s'appelaient Mungo Park, René Caillé, Heinrich Barth ou Henri Duveyrier, et leur aventure est une des plus belles de l'histoire, même si, sans doute malgré eux, ils ont ouvert la voie à la conquête et à la colonisation du Sahara. Nous avons, mes chers auditeurs, parcouru en quelques jours la grande voie impériale qui relie l'Afrique du Nord à l'Afrique noire. Je pense aux kilomètres parcourus depuis les rives méditerranéennes, Beni Yabed, Adrar, le Tanezrouf, Bidon 5, la Brousse soudanaise, Aguelok, Bourem, enfin le Niger. N'est-ce point la plus belle, la plus précieuse de nos routes, cette grande voie impériale qui nous a tant rapprochés de ce magnifique empire africain lié à notre destin, à notre renouveau par les épreuves communes. Jean-Marc Duroux, bonjour. Bonjour. Quel lyrisme dans cette archive de 1942. Oui, c'est assez extraordinaire, c'est émouvant, c'est très émouvant. Alors vous aussi, vous parcourez le Sahara depuis longtemps, peut-être de manière un peu différente de ce que l'on vient d'entendre, ou même du Paris-Dakar qui vient de s'achever. Oui, je le parcours depuis maintenant une trentaine d'années. Disons que bon, je ne suis pas quelqu'un qui le parcourt vite comme le Paris-Dakar. Je pense que le désert se découvre pas à pas. Et j'ai pendant des années plutôt employé le dromadaire que les voitures de course. Donc de la lenteur et de la curiosité pour cette région que les Européens finalement ont découvert il y a peu de temps, il y a moins de 2 siècles, mais dont ils parlent depuis beaucoup plus longtemps. Je crois qu'Hérodote parlait déjà du Sahara 5 siècles avant notre ère. Oui, c'est un des premiers textes qui ressemble un petit peu à une légende. Il avait effectivement entendu parler par un roi de Cyrénaïe, qui est la Libye actuelle, d'un groupe de jeunes d'une tribu qui s'appelait les Nasamon et qui effectivement aurait peut-être traversé l'ensemble du Sahara, aurait découvert de l'autre côté, c'est-à-dire dans la partie sud du désert, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahel, un fleuve qu'ils auraient pris pour le Nil, et des petits hommes noirs qui leur auraient effectivement fait découvrir leur village. Mais bon, tout ça n'est que hypothèse. Parce qu'après les Nasamon, il y aurait eu aussi un certain nombre de Romains qui, partant de la Libye, des côtes libyennes, de Leptis Magna, je crois, sont partis à la conquête d'un territoire qui appartenait aux ancêtres des Touaregs et qui s'appelait les Garamantes. Les Garamantes, célèbres par leurs chars. Et disons qu'effectivement, là on rentre dans un domaine un tout petit peu plus précis. Par rapport aux Romains, effectivement, les Romains ne sont là que pour coloniser le nord de l'Afrique du Nord et pas pour découvrir le désert. Et seulement, le problème vient des tribus du sud du désert, justement, qui les attaquent en permanence. Et les Romains vont partir, malgré eux, à la recherche de ces tribus pour les châtier. Et il s'est avéré qu'il y a plusieurs expéditions qui sont menées, dont la plus célèbre reste en 86 après Jésus-Christ, celle de Julius Maternus, qui va peut-être traverser l'ensemble du Sahara, découvrir un pays qui s'appelle Agisimba, le pays des rhinocéros. Les Romains n'ont jamais vu de rhinocéros. Et ils découvrent cet animal. Et on pense que cette région, c'est le massif de l'Aïr au Niger, mais on n'en est pas sûr. La seule chose dont on est sûr, c'est que les Romains sont frappés par l'image du rhinocéros qu'ils n'ont jamais vu, et ils vont frapper monnaie à Rome
à l'effigie de cet animal. Et ce dont on est sûr aussi que c'était au 1er siècle, Jean-Marc Duroux. Or, pendant 18 siècles, plus une seule expédition à travers le Sahara. Pourquoi ? Bien, ensuite, effectivement, il n'y a plus grand-chose au niveau information qui parvient à l'Occident chrétien. Ce qui se passe, c'est que entre-temps, il y a eu les croisades, il y a eu l'arrivée donc des Arabes après la mort du prophète qui ont envahi le Maghreb, formant une barrière infranchissable pour tout chrétien. Seuls les Juifs ont la possibilité, les communautés juives qui sont au Maghreb et qui sont en Europe, ont la possibilité de transmettre l'information. Et effectivement, c'est une coupure totale du fait de cette arrivée des Arabes qui coupe la voie aux chrétiens, puis ensuite il y a cet immense désert qu'il faut traverser. Oui, enfin il y a des gens quand même qui le parcourent, et notamment la plus connue des populations du Sahara, les Touaregs, qui ont toujours fasciné les Européens, bien après la conquête du Sahara, ce que prouve cette archive de 1942. Il fait nuit depuis longtemps déjà, une nuit chaude, sans lune. Nous sommes à Aguelok, notre 4e étape, au Soudan, dans l'Adrar des Ivoras, au pays Touareg. Quel rite étrange, barbare, inconnu, écoutez. Les guerriers portent sur le visage un voile, le hitam, aussi sombre que leurs vêtements. Ces farouches nomades ne sont vraiment comparables qu'aux chevaliers du Moyen-Âge avec leurs vices et leurs vertus. Alors Jean-Marc Duroux, c'est un reportage de 42, mais enfin je suppose que les Touaregs n'avaient pas beaucoup changé depuis des siècles. C'est vrai que on s'est demandé longtemps, on a longtemps imaginé que les Touaregs étaient des descendants de croisés qui se seraient égarés dans le désert. Oui, effectivement, on a longtemps cru ça. Il est évident que ce sont des populations berbères qui habitaient le nord de l'Afrique et qui sont partis repoussés par les invasions arabes, repoussés par différents problèmes politiques vers les zones du Sahara. Il est évident aussi qu'il y avait chez les populations berbères de nombreux chrétiens, mais de là à dire que les Touaregs sont effectivement d'origine chrétienne, non, je pense qu'on retrouve effectivement le symbole de la croix à travers la selle, la fameuse tariq, leur sabre aussi, la takouba, et puis dans tous les motifs décoratifs. Mais enfin, de là à dire que c'est la croix du Christ, ça c'est autre chose. Alors en tout cas, ce qui est probable, ce qui est même certain, c'est qu'ils ont largement empêché aux Européens la traversée du Sahara, d'où l'échec d'un certain nombre d'expéditions, des premières expéditions à l'extrême fin du 18e, début 19e. Il y a un Écossais, Mungo Park, qui connaît un destin tragique. Je crois qu'il est assassiné en 1805 sur le Niger, tout à fait au sud du Sahara. Oui, enfin Mungo Park est un des premiers qui va donc pénétrer à travers l'Afrique avec pour but de découvrir déjà le fleuve Niger, dont on a beaucoup entendu parler par des textes qui sont parvenus en Occident des grands voyageurs arabes. Et il va effectivement découvrir à la fin du XVIIIe siècle, il va découvrir le fleuve Niger qu'il va comparer à la Tamise et donc ensuite il reviendra et repartira, et là par contre il ne veut pas se faire assassiner par les Touaregs. Il est attaqué par, je pense, par des Maures ou des Touaregs, et il va disparaître à Boussa dans les rapides du fleuve. Ce qui est encore plus tragique, c'est que son fils, 27 ans après, part à sa recherche et disparaît lui aussi dans le désert. Bon, il y a de quoi évidemment décourager beaucoup d'expéditions. Alors il y en a beaucoup dans un livre que vous avez publié il y a déjà quelque temps à Actes Sud, l'exploration du Sahara. On va pas tous les passer en revue, oui. Mais le premier, par exemple, pas tout à fait le premier d'ailleurs, mais on y pense parce qu'il est français, on peut parler de quelques expéditions comme celle de René Caillé, qui est le premier quasiment à découvrir Tombouctou en 1828. Oui, on peut dire découvrir, en tout cas en revenir, puisqu'en fait les Anglais sont les premiers qui essaient de découvrir Tombouctou. Ils fondent en 1788 une association qui est l'African Association, qui va, elle, favoriser la découverte de l'Afrique, et elle va envoyer un major Lang, Alexander Gordon Lang, qui traverse le Sahara. Il découvre Tombouctou en 1826, et malheureusement à son retour il est tué à quelques kilomètres au nord de Tombouctou. Caillé, lui, qui n'est pas du tout, n'a pas été favorisé par aucune bourse, personne ne le prend au sérieux. Il part seul, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un fils de bagnard qui est arrivé, qui a fait plusieurs voyages au Sénégal, et puis qui décide un jour de tenter cette aventure, de découvrir Tombouctou, avec pour seul passeport le fait d'être déguisé en musulman, et il va effectivement en 1826
1928, découvrir cette fameuse ville de Tombouctou. Oui, parce qu'elle fascinait à l'époque. On croyait qu'elle était pleine d'or, elle était une ville immensément fastueuse. riche, Et lui, oui. Caillé, est complètement déçu par Tombouctou. Complètement. C'est-à-dire que l'Europe pensait que effectivement c'était encore les grands fastes des grands empires du Mali. Malheureusement, l'Europe n'était pas au courant de la décadence de ces empires. L'or n'existait plus en quantité et Caillé va aller à Tombouctou et va être très déçu de cette découverte. Puis il rentrera par le chemin le plus long à travers le Tanezrouf, c'est qu'une caravane où il va beaucoup souffrir. Alors il y a d'autres explorateurs également dans votre livre, et alors il y en a dont le nom est totalement oublié aujourd'hui. Je pense à Heinrich Barth, qui a fait un périple infiniment plus long et plus grand en distance que René Caillé. C'est Heinrich Barth, l'allemand Heinrich Barth. Oui, alors Heinrich Barth part en 1850, il est financé par l'African Association, toujours à Londres, et il va partir avec une équipe. Ils vont descendre de Libye, de Tripoli, il part de Tripoli, et ils descendent et ils vont traverser le Sahara et découvrir le massif de l'Aïr, qui est encore totalement inconnu, un voyage de 5 années. Et ce qui est étonnant avec Barth, c'est qu'au-delà de l'immense érudition de ce personnage, c'est qu'en fait, arrivé au Soudan, ses 2 compagnons vont mourir, et on pourrait penser que Barth sa mission est accomplie, on remonte en direction du nord. Eh bien non, Barth va continuer, il va parcourir 16 000 kilomètres à pied, aller dans le désert, aller revenir à Tombouctou, prouver que Caillé est allé à Tombouctou et donc et ramener des documents exceptionnels sur le plan ethnologie, ethnographie, faune et flore, c'est fantastique. Puis il y a d'autres explorateurs, Henri Duveyrier. Henri Duveyrier qui est un explorateur que j'aime particulièrement, puisque c'est lui qui a découvert vraiment le pays touareg, qui a su les aimer, qui est devenu l'ami d'un des grands chefs touareg dans les années 1860 et qui a ramené le premier vrai livre sur les touaregs. Qui vient d'être réédité, je crois, par vos soins aux éditions Vent de Sable. Absolument. Alors, d'ailleurs, Duveyrier s'est suicidé en 1892, mais c'est déjà l'époque, effectivement, où l'on passe de l'exploration à la conquête, une conquête donc encouragée notamment par la fascination qu'exerce le Sahara sur tous ceux qui le parcourent. La revue de texte Stéphanie Duncan. Si tu t'étais éveillé au milieu du Sahara, si tes pieds avaient foulé ce tapis de sable parsemé de fleurs semblables à des perles, tu aurais admiré nos plantes, l'étrange variété de leurs teintes, leur grâce, leurs parfums délicieux. Si tu savais les secrets du désert, tu penserais comme moi, mais tu ignores, et l'ignorance est la mère du mal. Alors, c'est un extrait d'un poème d'Abdelkader, le sultan qui organisa la résistance algérienne à la colonisation française en 1830. Alors, ignorants ou pas, les explorateurs français, civils ou militaires, racontent leur fascination pour le Sahara. Parmi eux, Isabelle Eberhardt a un choc quasi mystique, je dirais, à son arrivée en 1899. Pays ensorcelant, dit-elle, pays unique où est le silence, où est la paix à travers les siècles monotones, où les agitations de l'Europe moderne ne parviennent point. Oui, j'aime mon Sahara, et d'un amour obscur, profond, inexplicable, mais bien réel et indestructible. Un sentiment partagé aussi par Octave Gavard, médecin militaire engagé au tout début du XXe siècle dans la guerre contre les Touaregs. Le grand désert, dit-il. On le redoute d'abord, on le maudit parfois, on l'admire toujours et on finit par l'aimer d'une tendresse passionnée et sans fin. Là, plus qu'ailleurs, la guerre apparaît laide, barbare et sacrilège. Les mitrailleuses font tache dans cette magnifique désolation des choses. Alors, le savant français Émile Masqueret est fasciné par la vie nomade des Touaregs. Ils sont si bien accommodés à toutes les exigences de leur rude pays, dit-il, qu'ils semblent avoir été créés pour y vivre. Nomades, ils ont réalisé l'idéal de la vie légère et rapide qui convient à leur ciel. Mais chez beaucoup de ces explorateurs, fascination ne rime pas toujours avec respect. Voilà par exemple ce que Charles de Foucault, cet officier devenu ermite du désert, voilà ce qu'il écrit en 1904. « Nous venons de rencontrer une colonne française. Ils me font rougir par leur brigandage. Ils rasillent, pillent, maltraitent sur leur passage. Je crains que ce grand empire colonial, qui pourrait enfanter tant de biens moraux, ne soit présentement qu'une cause de honte. » En 1922, le jeune savant Théodore Monod, il n'a que 20 ans à l'époque, arrive au Sahara avec un objectif bien pacifique, lui, observer la faune et la flore. Vivre au Sahara pour une plante, dit-il, n'est pas à la portée du premier pissenlit venu. Ni le perce-neige, ni l'encolie, ni la pivoine ne s'y trouveraient à leur aise. Cette rencontre avec le Sahara a sans doute bouleversé sa vie, à lui aussi,
Un pays dur, écrit Théodore Monod, austère, sans sourire, à certains égards féroce, où sont interdites la faiblesse, la maladie et la pitié, mais, somme toute, salubre et tonique, où l'homme retrouve au ras du sol, parmi les autres bêtes, sa place normale. Jean-Marc Duroux, une réflexion peut-être sur Théodore Monod, dernier explorateur encore du Sahara. Oui, je pense que c'est, je veux dire, l'attachement de tous ces hommes à un pays aussi rude. C'est une femme. Il y a eu des femmes qui ont exploré le Canada, qui ont eu des fins assez tragiques aussi. Qui ont eu souvent des fins tragiques. C'est effectivement, la rencontre avec le désert, c'est d'abord le choc de l'immensité, c'est le choc des lumières, c'est une lumière exceptionnelle, le désert. Et puis c'est effectivement, c'est le sable, l'image du sable, de la dune, c'est aussi les montagnes. Il y a des montagnes de plus de 3000 mètres d'altitude. Tout est prenant, tout est une atmosphère qui est bien différente des pays tempérés. Donc on ne peut pas ressortir, si vous voulez, d'un premier voyage sans avoir été remué dans son intérieur. Comme disait Saint-Exupéry, c'est ce qui naissait en nous, ce que nous apprenions sur nous-mêmes, quelque part. En tout cas, et en fait, c'est aussi les hommes, la rencontre avec d'autres. Aujourd'hui, c'est ce que je pensais l'autre jour, c'est que beaucoup de gens vont au désert pour voir des paysages, et à leur retour, la première chose dont ils parlent, c'est de la rencontre avec les hommes. En tout cas, le Sahara n'inspire pas nécessairement que des poètes ou des écrivains. Écoutez cette chanson de l'époque coloniale, elle vaut son pesant de date. Les goumiers, les spaïs vont camper autour de l'oasis. Tout le long des bambous, les soldats dressent les marabouts. Au loin l'horizon s'embrase d'or, le soleil s'enfuit et tout s'endort. Le tam-tam dans la nuit sourdement fait entendre son bruit. À travers le grand Sahara, ce désert maudit par Allah, le chant des cavaliers blancs répond dans le soir aux chameliers noirs. C'est le chant du Goum Sahara. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Accompagné par Nita Jo qui chantait Sahara, c'était en 1935, une chanson pittoresque, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme. C'est une chanson en tout cas de l'époque coloniale, de l'époque donc où le Sahara faisait partie de l'Empire français. Pour quelle raison est-ce qu'on est passé de l'exploration à la conquête ? Quel était l'intérêt de conquérir ce sable au fond ? Oui, d'autant plus que la France était un pays bien tempéré, riche en pâturage, ce n'est pas le cas du Sahara. Et en fait, en 1830, la France se positionne en Algérie et le grand projet va être de relier la colonie du Nord, c'est-à-dire l'Algérie, à celle du Sénégal et d'englober l'ensemble des pays du Soudan, ce qu'on appelle le Soudan à l'époque, qui est le Bled el-Soudan. Voilà, le Bled el-Soudan veut dire en arabe le pays des Noirs, c'est-à-dire toute la partie qui est au sud du Sahara, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle aussi le Sahel, qui veut dire en arabe aussi le rivage. Et en fait, le bloc, le rêve va devenir réalité, c'est-à-dire que le bloc français doit être un bloc en une seule partie ralliant les rives de la Méditerranée aux rives du Niger. Mais relié aussi par des routes et par des chemins de fer, par le projet de voie ferrée qui ne verra jamais le jour, mais qui est l'objectif des conquérants de l'époque, qui eux aussi connaissent un sort tragique. Il y a une fameuse mission qui s'appelait la mission Flatters, qui a été massacrée en 1800. Alors en 1878, un ingénieur français, Duponcel, va soumettre au gouvernement effectivement le projet d'un chemin de fer qui relierait donc les rives de la Méditerranée au Soudan, donc dans la partie sud du Sahara. Et donc on va envoyer plusieurs missions pour reconnaître, car en fait on est en train de faire des projets d'un chemin de fer sur un territoire qui reste encore totalement inconnu. Et au milieu de ce territoire, c'est le territoire des Touaregs, avec le massif du Hogar notamment, entre autres,
parmi tant d'autres. Et cette mission va donc se faire massacrer en 1881 par les Touaregs qui, effectivement, voient d'un très mauvais œil l'arrivée des Français et de l'armée française qui va certainement... ils voient déjà la décadence de leur trafic caravanier. Et puis alors les survivants vont connaître un sort tragique. Je crois même qu'il y a eu du cannibalisme quand ils sont Oui, alors ils reviennent, ils sont attaqués au oui. bord de Tajmout et ensuite ils reviennent vers Ouargla. Les puits sont empoisonnés, on leur vend des dattes empoisonnées, puis ensuite il y a des problèmes d'anthropophagie au sein du groupe de militaires qui remontent. Il faudra beaucoup de temps, je crois que jusqu'au début de ce siècle, pour conquérir vraiment le Sahara, pour pacifier, comme on disait à l'époque, les tribus Touaregs. C'est l'œuvre du général Lapérine. Voilà, alors en fait on rentre dans la seconde partie de la colonisation qui est la plus importante, puisque là on a affaire à des méharistes, puisqu'en 1902 on crée les compagnies méharistes, cette police du désert, et dans cette police du désert, de nombreux officiers et sous-officiers français vont être à la fois des militaires mais aussi des explorateurs et des gens qui vont aimer énormément le désert. Dont le général Lapérine, un général qui a peut-être inspiré Alain Corneau dans Fort Sagane. Écoutez ce dialogue entre Gérard Depardieu et Philippe Noiret, incarnant un colonel commandant une région du Sahara. Lieutenant, j'ai décidé d'aller écraser Sultan Omar là où il est. Derrière la frontière? Les frontières Sagane sont des lignes sur des cartes. À nous de les tracer. Je veux que notre présence sur cette partie du Sahara soit définitive. Le gouvernement est d'accord? En démocratie Sagane, on peut se passer de la permission du gouvernement. À une condition. Avoir l'opinion pour soi. Je veux que dans un mois, Paris ne parle que de vous et du Sahara. C'est vrai, Jean-Marc Duroux, qu'au fond, la conquête s'est faite presque à l'insu des gouvernements, un peu comme dans le reste de l'Empire d'ailleurs, par des militaires, et que les frontières sont totalement artificielles. D'ailleurs, ce sont celles des États qui se partagent le Sahara et qui sont aujourd'hui, eux, indépendants. Oui, alors la première chose, c'est qu'effectivement, les militaires ont une action totalement indépendante. Ils reçoivent bien des ordres du gouvernement de Paris et du gouvernement général de l'Algérie, mais ces ordres mettent 2 mois, 3 mois, voire 4 mois dans certains cas pour les atteindre. Donc en fait, les initiatives sont très rapides de la part des militaires et très souvent, on va avoir affaire à des gens qui prennent des initiatives et qui conquièrent des oasis comme Insalah, puis ensuite comme des combats comme Tite qui réduit les Touaregs du Hogar effectivement à néant. Et puis il va y avoir en 1904 par le général Lapérine une mission qui est engagée. Il va en direction de Tombouctou et là, chose très curieuse, il est accompagné d'ailleurs par le père Charles de Foucauld à Timiaouine. Il rencontre un militaire de la coloniale qui vient du sud, donc pour la première fois on se rejoint, le nord, les officiers français du nord et du sud se rejoignent au puits de Timiaouine, et là le lieutenant Thévenot, car il s'appelait Thévenot, va interdire le passage à Lapérine qui vient du nord. Lui fait partie du gouvernement général de l'Algérie, enfin des méharistes français d'Algérie, lui fait partie de la coloniale de l'Afrique occidentale française, et cet incident qui paraît bénin au départ va devenir assez important puisque ça va remonter à Paris et on va créer très très vite des frontières qui ne devraient pas rester, mais qui resteront après la colonisation. Exactement. Avec des États d'ailleurs qui ont autant de mal aujourd'hui à pacifier entre guillemets et à sédentariser surtout les Touaregs. Mais ça c'est un peu une autre histoire. À la fin de votre livre, vous dites, Jean-Marc Duroux, qu'il existe encore des territoires inconnus à découvrir, à explorer au Sahara. Oui, car en fait, effectivement, on a été partout, mais il reste encore des petits massifs montagneux, il reste encore des oueds quasiment inexplorés. Quand je dis inexplorés, même les explorateurs du 19e siècle, c'est une vue occidentale des choses, car en fait, tous les explorateurs européens sont partis avec des guides. C'est une redécouverte, en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors du fait de la dune, qui est superbe et qu'on peut explorer les massifs de dunes, on a toujours l'impression d'être le premier à les monter, puisqu'en fait le vent efface la trace et qu'on a toujours l'impression d'être le premier explorateur au Sahara. Mais c'est vrai qu'il reste encore des petites zones, des petits endroits qui n'ont pas été vraiment explorés, comme par exemple dans l'Ennédi, au sud du Tchad, dans le désert libyque, dans certains coins encore, même de Mauritanie, où on peut découvrir des peintures rupestres, et effectivement aussi au pied des dunes, où personne n'a jamais été, car les dunes se sont déplacées
et d'un seul coup, vous voyez apparaître des bifaces paléolithiques, preuve que personne n'est passé là depuis 100 000 ans d'années. Et comme maintenant on y passe à 150 à l'heure, on risque pas de découvrir. D'ailleurs, à la fin de votre livre, je voudrais citer quand même Saint-Exupéry, que vous mentionnez, et qui rencontre un jour un mort qui s'approche pour regarder son avion, et Saint-Exupéry lui dit « Tu vois, avec cet avion, je parcours en 2 heures ce que ta caravane parcourt en 2 mois. » Et le Touareg répond « Mais alors, qu'est-ce que tu fais le reste du temps ?» Voilà une phrase à méditer pour les concurrents du Paris-Dakar. En tout cas, merci infiniment, Jean-Marc Duroux, de nous avoir parlé du Sahara avec autant de passion et nous avoir donné l'envie d'y aller, ce que je recommande. Je rappelle que si vous n'allez pas au Sahara, vous pouvez toujours lire les livres justement de Jean-Marc Duroux, dont Carnet saharien, votre dernier livre qui retrace 25 ans de votre travail photographique dans le désert, est paru aux éditions Vent de Sable, et puis chez Actes Sud, dans la collection Terre d'Aventure, 2 livres essentiellement ayant trait à l'aspect historique du Sahara, L'exploration du Sahara et Le grand rêve saharien. À lire également de Théodore Monod, bien sûr, Méharé aux éditions J'ai lu, ainsi que L'Émeraude des Garamantes chez Actes Sud, 2 livres qui retracent les nombreuses années de découverte et d'engagement de Théodore Monod dans le désert, et puis également Le Sahara, un guide littéraire publié chez Favre et qui a sélectionné une série de textes écrits par des auteurs comme Gide Maupassant, mais aussi Théodore Monod et Isabelle Hébérard. Vous avez pu entendre un extrait de Force Sagan, un film de Alain Corneau distribué en cassette chez CANP. Retrouvez la bibliographie plus complète de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. Et puis vous pouvez également nous envoyer, vous le savez, vos remarques et suggestions sur notre email 2000ans.histoire@radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Michel Béziquian et Olivier Riotor, Archivina Christelle Rousseau, documentation Elsa Boubil et Sérine Lorta-Jacob, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.